Hebdocom, le Focuscom. L'oiseau est donc libre après les rebondissements depuis 6 mois sur le rachat de Twitter. Elon Musk promet aujourd'hui la liberté d'expression à partir de maintenant, tout de même soumise aux lois du pays. Et donc pour en parler, nous accueillons Raphaël Grabli, vous êtes le rédacteur en chef du site Tech & Co, et Emmanuel Torregano, rédacteur en chef d'Electron Libre. Et puis on poursuit bien sûr avec vous, Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Ça fait beaucoup de rédacteurs en chef aujourd'hui. Emmanuel, qu'est-ce qui va changer réellement? En quoi l'oiseau est-il libéré? Alors, pour comprendre ça, il y a une perspective qui est assez simple. Il faut voir que depuis quelques années maintenant, les grands PDG ou les milliardaires américains, ils ont envie de réparer la société. Ils ont l'intention de trouver les solutions pour aller au-delà d'une société qui, pour eux, est bloquée. Alors, ce qu'on appelle vaguement le libertarien. Je dis vaguement parce que Musk n'a jamais vraiment non plus pris sa carte dans ce milieu-là. Et sur Twitter, il y avait un problème selon Musk qui avait été identifié par d'autres, mais également par lui, qui était en effet que, on va dire qu'il y avait une modération qui allait un peu trop dans un sens politique plutôt que dans l'autre, et aux États-Unis, c'est assez mal vu. Et à ce moment-là, on peut se dire, alors qu'est-ce qu'il va faire dedans? Alors il a commencé à proposer quelques points intéressants. Il a rehaussé le prix du forfait. Enfin, vous savez, on pouvait rentrer dans Twitter et payer, et puis vous aviez un peu moins de pub et vous aviez quelques passe-droits supplémentaires. Et là, il a augmenté un peu cette charge-là, ce qui, à mon avis, va dans le sens du fait qu'il aura plutôt tendance à vouloir supprimer la publicité. Parce que ça ne lui va pas, c'est le travail de la data, de la donnée, ça c'est vraiment des choses qui, à mon avis, pour ce type de personnage-là, n'est pas compatible. Et puis, évidemment, il s'est pris toute la résistance politique contre lui, qui était assez simple, qui était « mais vous allez en faire à nouveau un réseau social dans lequel on va retrouver toute la far-right, la droite républicaine qui va arriver et débouler à nouveau alors qu'on avait enlevé Donald Trump et tous ces trucs-là ». Et donc, on est aujourd'hui, franchement, quand il dit « on va libérer », évidemment, c'est un slogan à la fois politique et marketing, mais il est surtout là pour dire on va essayer de trouver des solutions qui soient justes pour la société dans son ensemble, et la liberté d'expression, c'est, comme ça a été souvent dit, vraiment le fond baptismal de cette société américaine. Raphaël, vous êtes d'accord? Plus ou moins. Il y a eu un éditorial. Alors, pourquoi vous ne l'êtes pas? Il y a eu un éditorial dans The Verge qui était très intéressant et qui expliquait en gros Elon Musk bienvenue en enfer. Et je pense qu'en fait il est en enfer là, Elon Musk. Déjà parce qu'il voulait pas de ce deal. Donc il a bien compris que c'était pas dans son intérêt. Et puis le problème, c'est que comment on concilie tout ça avec des annonceurs? Un annonceur, ça veut un univers plutôt serein, plutôt bon enfant, plutôt favorable à accueillir un message. Le problème, c'est que quand on est Elon Musk et qu'on dit il y avait trop de gauchistes, je vais remettre un peu plus de liberté d'expression, je veux finalement me conformer ne serait-ce uniquement à la loi, rien que la loi, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il ne rassure pas du tout les investisseurs, contrairement au message. Alors effectivement, quand il a officialisé le rachat, il a fait un message aux annonceurs. Alors ça, c'est évidemment ces conseils juridiques qui l'ont dit, attends, il faut que tu fasses ça, parce que là, sinon, ils vont devenir fous. Mais des annonceurs sur une plateforme où on dit, on va tout déréguler, on veut moins de modération, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'annonceur qui a annoncé qu'il se retirait de Twitter. Ils attendent de voir. Bon, il y a eu General Motors. Mais en fait, General Motors, c'est avant tout le concurrent. Oui. Voilà, c'est avant tout le concurrent de Tesla. Donc, je le prends même pas dedans. Mais j'ai du mal à comprendre comment il va s'en sortir, en fait. Dire son histoire de badge de certification payante. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas payer sont pas certifiés. Ça veut dire demain quoi? Le pape va devoir payer $8 à Elon Musk pour être certifié. Ça veut dire que des militants, des ONG, des journalistes vont devoir payer pour être certifiés. On voit bien que ceux qui ne paieront pas n'auront plus de certification. Et ça, pour la désinformation et pour les arnaques, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que moins vous certifiez de comptes de façon objective, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver qu'avec des gens qui veulent être certifiés pour faire les kékés, au même titre qu'on achète un NFT pour le mettre en photo de profil. Ça, pour les annonceurs, c'est une catastrophe. Donc, il va devoir, à mon avis, un peu tempéré. Et sur la certification, j'ai du mal à penser qu'il aille au bout de son idée, c'est-à-dire que la certification soit uniquement payante. J'ai du mal à penser qu'il dise pas à un moment, bon, ça va être payant pour, on va dire, le tout venant. Par contre, pour des personnalités qui ont un intérêt stratégique et notamment politique, des médias, des politiques, voilà, on va avoir une certification tierce sans paiement. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à devoir gérer
les Stéphane qui veulent tout raconter, et de l'autre, ceux qui vont le financer, c'est-à-dire les annonceurs. Et concernant la première fonctionnalité de Twitter, c'est-à-dire le débat, public ou politique, quel impact ça va avoir, les 3 premiers exemples qui vous viennent en tête? Je pense que ça aura un impact assez limité, en fait. C'est-à-dire que lui... Il n'y en aura pas sur nous, non, de toute façon, comme c'est ce qu'on disait, il doit respecter la loi. Alors, la loi en France, c'est pas la même que la loi aux États-Unis, par exemple. Donc, il va falloir s'adapter. Mais après, en soi, dire, de toute façon, je ne peux pas modérer moins que la loi parce qu'il y a la loi. Mais ce que dit Elon Musk, c'est un peu différent. Il dit, je veux pas modérer plus que la loi. Je veux pas aller plus loin que la loi. Ce qu'on peut quelque part comprendre, après tout, personne ne l'oblige à aller plus loin que la loi dans la modération. On n'a pas demandé aux plateformes d'aller forcément plus loin que la loi. Ça veut dire quoi concrètement? Des choses qui vont plus loin que la loi, c'est quoi? Évidemment que le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme en France, ce sera interdit. Le négationnisme aux États-Unis, c'est autorisé. Mais par exemple, très concrètement, les petits messages sur la désinformation liée au Covid, ça c'est pas la loi. Ça c'est Twitter, c'est YouTube qui ont choisi de le faire. Ça par exemple, alors je donne un exemple du Covid, mais c'est parce que ça nous parle. Et les vidéos complotistes aussi, ça rentre dans le... Les vidéos complotistes, la plupart des cas, ça rentrera dans la liberté d'expression à l'américaine en tout cas. C'est justement la question en fait, en écoutant Emmanuel et en vous écoutant, c'est... En fait, Elon Musk, il est naturellement américain, il parle du marché américain, sauf que le Twitter, y compris d'ailleurs dans ses relations avec les annonceurs, c'est pas juste une marque américaine. Elle est partout dans le monde. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il a, selon vous, conscience justement que, au-delà du pays où il règle ses comptes, en quelque sorte, il y a le reste du monde qui n'a pas forcément le même regard, et ça peut avoir des conséquences sur le business quand même. Alors, je ne sais pas si on a le temps là-dessus. Comme tous les Américains, et en plus ayant été longuement en Californie, ils ne voient pas le monde vraiment beaucoup plus large que la vie. Il n'est pas né aux États-Unis quand même. Oui, il est né en Afrique du Sud, il est venu assez rapidement. C'est vrai qu'ils ont une tendance à voir les choses du point de vue de la lorgnette, même californienne, côte ouest. Il faut voir les choses comme ça. On le voit avec la Tesla. La Tesla est très très bien aux États-Unis où il y a des grandes rues, un peu moins évidentes à Paris, et aller en Irlande ou des choses comme ça. Bon, bref. Mais pour moi, la question, elle n'est pas là concernant Twitter. Twitter, il l'a dit assez clairement, bien sûr qu'il y aura de la cuisine. On va cuisiner, donc il faudra faire la modération comme si. Thierry Breton a déjà dit que, attention, il va falloir faire très attention parce qu'il y a le DMA, même si c'est en 2024 et on ne sait pas comment. Bref, tout le monde y va de son bouclier en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Donc tout de suite on se protège, il y a une espèce de réaction comme ça épidermique. Là on a exactement la même chose. Selon lui, le débat public, qui est un des fonds baptismaux de la société, ne répond plus parce que les réseaux sociaux et Twitter en particulier ne répondent plus à cette requête-là. Donc il faut faire quelque chose, il faut le résoudre. Est-ce que ça doit passer par exemple par le fait de se passer des annonceurs publicitaires? Je pense que oui. En réalité, on est plutôt vers une transformation de la fin de la publicité sur Twitter, et tant mieux parce que ça ne rapportait rien. Donc il faudra faire quelque chose de beaucoup plus efficace, qui rapportera suffisamment d'argent pour que l'entreprise subsiste, parce qu'une place publique qui se détruirait par évidemment un financement insuffisant, ça ne servira à rien. Donc ils vont mettre en place un business model qui sera autre, qui ne sera plus en effet de vente de la donnée. Encore une fois, c'est quelque chose qui leur est assez étranger. Ils ne veulent pas vendre de la donnée, les libertariens. Ce n'est pas des gens comme ça. Ils vont proposer des abonnements, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Moi, je ne prends pas de pari là-dessus. Je pense que beaucoup de gens le prendront. Est-ce que ça sera suffisant? C'est plutôt ça la question. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Mais il veut résoudre ce problème-là. Oui, il y aura de la cuisine. Oui, la cuisine sera certainement infernale, c'est-à-dire que les feux seront trop forts, ça va péter dans tous les sens. C'est évident. Et je pense même que au moment où il veut acheter Twitter, il se rend compte de ça parce que c'est ça qui le motive. C'est pas l'inverse, c'est ça qui le motive. Comme tous ces weirdos américains, en tout cas d'un point de vue européen, on adore dire comme weirdo, le type pèse juste 900 milliards, mais bon, c'est un weirdo, ok, d'accord. Donc c'est ça qui le motive, c'est de trouver des solutions et d'emmerder excusez-moi, d'enquiquiner ses assistants jusqu'à 3h du matin pour trouver la bonne solution. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Donc moi, je n'ai pas la réponse non plus. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il sera certainement intransigeant. En effet, la publicité, la donnée, tout ça, ça me paraît un peu contradictoire avec ce qu'il veut faire. Le débat des opinions, qui est le véritable sens de la liberté d'expression américaine,
Ça n'a rien à voir avec l'appel au meurtre ou l'antisémitisme, encore une fois. Le débat des opinions, donc de toutes les opinions. Donc en effet, oui, les nazis ou les négationnistes, je suis d'accord. Il rentre dedans, enfin on le sait, tout le monde l'a vu. Bon, lui, il est d'accord pour avoir cette espèce d'immense marmite dans laquelle on va faire bouillir tous ces éléments-là. Et lui, il va pouvoir essayer d'être le modérateur de la femme. Merci à tous les deux d'être venus. Je suis désolée, je dois vous couper, on est trop long. Merci Raphaël Grabi, vous êtes rédacteur en chef Tech & Co, Emmanuel Torregano, rédacteur en chef Electron Libre. Et puis c'est parti pour la chronique du rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy.